Colosses d'acier, symbole de puissance et de domination sur les mers, les cuirassés ont longtemps été les rois des océans. Armés de canons titanesques, protégés par des tonnes de blindage, ils incarnaient la suprématie navale. Pourtant, leur règne fut aussi glorieux que tragiquement éphémère. Voici comment, entre 1939 et 1945, les navires de guerre ont redéfini la stratégie militaire mondiale. Bon visionnage. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les cuirassés incarnent encore la puissance maritime absolue. Le conflit a vu l'émergence de mastodontes tels que la classe Queen Elizabeth britannique, révolutionnaire par son usage du tout-canon de 381 mm, et la classe Bayern allemande qui confirmait l'excellence de l'ingénierie navale allemande. Cependant, les traités de Washington en 1922 et de Londres en 1930 imposent des limitations drastiques à la construction de nouveaux cuirassés. Ces accords visent à empêcher une course aux armements, mais chaque nation rivalise d'ingéniosité pour contourner ces restrictions. Le Japon se retire des traités en 1936, tandis que l'Allemagne, déjà hors des accords, entame la construction d'une flotte modernisée sous l'égide d'Hitler. L'évolution des cuirassés pendant l'entre-deux-guerres est marquée par un équilibre fragile entre protection, puissance de feu et vitesse. La classe Nelson britannique, avec ses canons de 406 mm montés en tourelle triple à l'avant, illustre une tentative d'optimisation du blindage et du poids, mais au détriment de la flexibilité tactique. De leur côté, les Italiens conçoivent les Littorio, armés de canons de 381 mm et dotés d'un blindage conçu pour dévier les obus plutôt que les absorber. La France, avec les Richelieu, opte pour une configuration proche des Nelson, tout en incorporant des innovations hydrodynamiques permettant une vitesse accrue. L'Allemagne, contrainte par les traités, développe les cuirassés de poche de la classe Deutschland, puis les Scharnhorst, qui compensent leur artillerie plus légère, 280 mm, par une vitesse supérieure à celle de la plupart des cuirassés contemporains. La montée en puissance des supercuirassés commence avec l'abrogation des limitations imposées par les traités. Le Japon, convaincu que la guerre est inévitable, lance la construction des cuirassés de la classe Yamato, avec une artillerie principale de 460 mm, un blindage atteignant 650 mm à la ceinture et un déplacement de plus de 72 000 tonnes à pleine charge. Le Yamato et son jumeau, le Musashi, sont les plus imposants navires de guerre jamais construits. Ces monstres sont conçus pour affronter plusieurs adversaires simultanément, mais leur doctrine d'emploi, héritée d'une époque où la bataille de ligne dominait encore la pensée stratégique, s'avère rapidement obsolète face à la menace aérienne croissante. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis misent sur les Iowa, conçus pour allier puissance de feu et mobilité. Avec leurs canons de 406 mm et une vitesse pouvant atteindre 33 nœuds, ces cuirassés sont capables d'accompagner les porte-avions et de mener des raids rapides. Leur blindage, bien que moins massif que celui du Yamato, est optimisé pour résister aux obus perforants et aux torpilles, tandis que leur artillerie secondaire et leur défense anti-aérienne sont renforcées pour contrer la menace des avions d'attaque ennemis. Leur système radar avancé leur confère une capacité de tir de nuit redoutable, offrant un avantage considérable sur les cuirassés japonais qui dépendent encore des optiques traditionnelles. L'Allemagne, bien que technologiquement avancée, ne dispose ni des ressources ni du temps nécessaire pour rivaliser avec ses supercuirassés. Son navire amiral, le Bismarck, incarne néanmoins l'excellence de l'ingénierie allemande. Avec un blindage ceinturé de 320 mm et des tourelles armées de canons de 380 mm, il est conçu pour être pratiquement insubmersible face aux cuirassés de sa catégorie. Sa vitesse de 30 nœuds, combinée à un excellent compartimentage interne, le rend extrêmement résistant aux dommages. Son engagement avec le HMS Hood, le fleuron de la Royal Navy, illustre parfaitement les limites et les forces des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Le duel entre le Bismarck et le Hood se déroule le 24 mai 1941 dans le détroit de Danemark. La flotte britannique,
composé du Hood et du cuirassé Prince of Wales, intercepte le Bismarck et son escorte, le croiseur lourd Prince Eugen. Dès les premiers échanges de tirs, le Hood, malgré sa réputation, montre ses faiblesses. Construit durant la Première Guerre mondiale et modernisé à la hâte, son blindage horizontal reste vulnérable aux obus plongeants. Le Bismarck et le Prince Eugen concentrent leurs tirs sur lui. Après seulement quelques minutes, un obus de 380 mm du Bismarck pénètre le pont arrière du Hood et atteint une soute à munitions. L'explosion qui s'ensuit est dévastatrice et en quelques secondes, le navire est coupé en deux avant de sombrer. Sur les 1418 membres d'équipage, seuls 3 survivent. Le Prince of Wales, bien que plus moderne, subit plusieurs coups au but et doit se replier sous un rideau de fumée. La destruction du Hood choque profondément l'opinion publique britannique. Winston Churchill ordonne immédiatement la traque du Bismarck. Pendant plusieurs jours, la Royal Navy mobilise une flotte considérable, comprenant porte-avions et cuirassés, pour venger la perte du Hood. Le 26 mai, une escadrille de Swordfish, en provenance du porte-avions Ark Royal, parvient à toucher le Bismarck avec une torpille qui bloque son gouvernail. Incapable de manœuvrer, le cuirassé allemand devient une cible facile pour les cuirassés King George V et Rodney, qui l'achèvent le lendemain après un pilonnage intensif. Le Bismarck, malgré sa supériorité technologique en duel, n'a pas survécu à la puissance combinée des forces britanniques, démontrant ainsi que la domination des cuirassés était désormais contestée par la guerre aéronavale et la coopération interarmes. L'ère des cuirassés touche à sa fin, alors même que plusieurs projets de supercuirassés sont en cours. En effet, l'Allemagne envisage la classe H-44, des monstres de 141 500 tonnes armés de canons de 508 mm, tandis que la France étudie la classe Alsace, qui aurait renforcé la flotte de Richelieu avec des canons de 406 mm. Toutefois, la suprématie aéronavale rend ces projets obsolètes avant même leur concrétisation. La bataille de Midway, où 4 porte-avions japonais sont coulés par l'aviation américaine sans qu'un seul cuirassé n'intervienne de manière décisive, marque un tournant irréversible. À la fin de la guerre, les cuirassés survivants sont progressivement relégués à des rôles secondaires ou démantelés. Le Yamato est envoyé dans une mission suicide en avril 1945 et est coulé par l'aviation américaine avant d'avoir pu engager l'ennemi. Les Iowa, quant à eux, sont les seuls à connaître une seconde vie, étant modernisés pour servir jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment durant la guerre de Corée et la guerre du Golfe. Ainsi, bien que technologiquement impressionnants, les cuirassés n'ont pas su s'adapter à l'évolution rapide des doctrines de guerre, cédant leur place aux porte-avions et aux sous-marins comme nouveaux maîtres des océans. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les croiseurs constituent un élément clé des flottes de combat, alliant puissance de feu, vitesse et autonomie dans des missions variées. Ces navires assurent l'escorte des convois, la reconnaissance avancée, la lutte contre les destroyers et même l'appui-feu côtier. Cependant, la guerre va profondément remodeler leur rôle, révélant leurs forces et leur vulnérabilité face aux avancées technologiques et aux nouvelles tactiques navales. Les croiseurs légers et lourds sont les 2 grandes catégories qui dominent les affrontements. Les croiseurs lourds, limités à un déplacement de 10 000 tonnes et armés de canons de 203 mm, selon les termes du traité de Washington de 1922, sont conçus pour affronter d'autres navires de surface et opérer en haute mer. Les croiseurs légers, armés de canons de 152 mm, sont plus rapides et souvent dédiés à des rôles d'escorte et de protection des porte-avions. Cette distinction, bien que claire sur le papier, s'estompe rapidement face aux nécessités du combat. Les flottes alliées et de l'Axe alignent des conceptions différentes en matière de croiseurs. La Royal Navy privilégie des navires comme la classe Town, avec des croiseurs légers armés de 12 canons de 152 mm, capables de dominer leurs homologues italiens et allemands grâce à une cadence de tir élevée et une excellente protection. La Kriegsmarine, avec ses croiseurs lourds, comme les Admiral Hipper, mise sur un blindage robuste et une artillerie puissante, mais souffre d'un manque de fiabilité mécanique et d'une autonomie limitée. La marine impériale japonaise, avec des unités
comme les Mogami et les Takao, combinent une vitesse impressionnante de 35 nœuds, une artillerie puissante avec 10 canons de 203 mm et une protection acceptable, tout en mettant un accent sur les torpilles de type 93, surnommées longues lances, qui surpassent de loin celles de leurs adversaires. Les croiseurs américains de la classe Brooklyn et New Orleans offrent un excellent compromis entre armement, protection et capacité de survie, grâce à des compartiments étanches bien conçus et des améliorations continues en matière de défense antiaérienne. Enfin, la Regia Marina italienne se distingue par des designs élégants mais parfois sous-protégés, comme la classe Zara, dont l'épais blindage de 150 mm ne suffit pas à compenser le manque de radars et de systèmes avancés de contrôle de tir. L'efficacité des croiseurs se mesure à leur engagement dans les grandes batailles navales du conflit. La bataille de la mer de Java, en février 1942, illustre les limites des croiseurs alliés face à une flotte japonaise mieux préparée. Les forces combinées néerlandaises, américaines et britanniques, menées par le croiseur lourd HMS Exeter et le croiseur léger néerlandais De Ruyter, sont prises en embuscade par une flotte japonaise supérieure en nombre et en qualité. La puissance des croiseurs lourds, Nashi et Aguro, dotés de canons de 203 mm et de torpilles longue lance, leur permet d'infliger des pertes sévères, coulant notamment le De Ruyter et le Java en quelques minutes. Cette bataille révèle la supériorité tactique japonaise qui exploite pleinement la portée de ses torpilles et la vitesse de ses navires pour dominer l'affrontement nocturne. Le théâtre du Pacifique met encore plus en lumière l'importance des croiseurs. À Midway, en juin 1942, les croiseurs jouent un rôle crucial en protégeant les porte-avions américains contre d'éventuelles incursions de surface. Les croiseurs lourds USS Vincennes, Astoria et Quincy, appartenant à la classe New Orleans, participent à la défense du groupe aéronaval, mais ils se retrouveront en première ligne quelques mois plus tard à Saivo Island, dans l'un des engagements les plus meurtriers de la guerre. Lors de cette bataille en août 1942, une flotte japonaise commandée par l'amiral Mikawa attaque par surprise une escadre alliée composée de croiseurs américains et australiens. Dans une série de manœuvres précises et foudroyantes, les Takao, Aoba et Kinugasa anéantissent 4 croiseurs alliés en moins d'une heure, infligeant une défaite humiliante aux forces américaines. Cette bataille met en lumière la supériorité des tactiques japonaises de combat de nuit, rendue possible par une meilleure coordination et un emploi magistral des torpilles longue lance. Le tournant intervient durant les batailles autour de Guadalcanal, où les croiseurs alliés commencent à intégrer de nouvelles tactiques et technologies. L'adoption du radar comme outil de détection et de conduite de tir permet aux navires américains de renverser la tendance face aux Japonais qui comptaient jusqu'alors sur leurs observateurs optiques. Lors de la bataille de Cape Esperance, en octobre 1942, le croiseur lourd USS San Francisco et ses compagnons utilisent leur radar pour anticiper les mouvements ennemis et ouvrir le feu en premier. Une tactique qui se révélera déterminante dans la maîtrise des engagements nocturnes. Progressivement, les forces américaines supplantent la marine impériale japonaise, dont les croiseurs, bien qu'encore redoutables, commencent à souffrir de l'épuisement des équipages et une production navale inférieure à celle des États-Unis. Les croiseurs italiens connaissent un sort tout aussi contrasté. Bien que rapides et bien armés, ils sont handicapés par un manque de coordination et de radars modernes. Lors de la bataille du Cap Matapan, en mars 1941, les croiseurs lourds Zara, Fiume et Pola sont anéantis par la Royal Navy après une série d'erreurs stratégiques. Pris de nuit par les cuirassés Warspite, Valiant et Barham, ils sont réduits en épave en quelques minutes, démontrant la vulnérabilité des unités italiennes face à une flotte mieux équipée pour le combat nocturne. Cet engagement scelle en grande partie la perte d'influence de la Regia Marina en Méditerranée, réduisant les croiseurs italiens à des missions d'escorte et de raids secondaires jusqu'à l'armistice de 1943. Certains croiseurs deviennent célèbres non seulement par leurs exploits en combat, mais aussi par leur destin tragique. L'USS Indianapolis, après avoir livré des composants essentiels à la bombe atomique sur l'île de Tinian en juillet 1945, est torpillé par un sous-marin japonais alors qu'il navigue sans escorte. Son naufrage entraîne l'un des pires drames humains de la guerre navale. Sur 1196 marins à bord,
seuls 317 survivent après plusieurs jours passés à dériver en pleine mer, exposés aux requins et à la déshydratation. Cet événement souligne les lacunes de la gestion des convois et la nécessité d'une meilleure protection des croiseurs opérant loin de leur base. À mesure que la guerre progresse, les croiseurs subissent des modifications pour s'adapter aux nouvelles exigences du combat naval. L'ajout de radars permet une meilleure coordination des tirs et une détection anticipée des menaces. Les défenses antiaériennes sont considérablement renforcées avec l'installation des canons Bofors de 40 mm et d'armes automatiques Oerlikon de 20 mm pour contrer les attaques aériennes japonaises. Certains croiseurs, comme ceux de la classe Cleveland américaine, sont presque entièrement dédiés à l'escorte des porte-avions et à la lutte antiaérienne, marquant une évolution vers des unités polyvalentes capables de s'adapter aux exigences d'une guerre en constante mutation. La Seconde Guerre mondiale consacre l'importance des croiseurs, mais révèle aussi leurs limites. Conçus initialement pour des affrontements de surface classiques, ils se retrouvent progressivement relégués à des missions d'escorte et de soutien aux forces aéronavales. Les avancées technologiques, notamment en matière de guerre électronique et d'aviation embarquée, transforment leur rôle, annonçant l'ère des croiseurs lance-missiles qui domineront la guerre froide. Malgré leur déclassement progressif, les croiseurs de la Seconde Guerre mondiale laissent un héritage indélébile, témoignant d'une époque où la puissance maritime reposait encore en partie sur la rapidité, la résistance et la puissance de feu de ces navires polyvalents. La Seconde Guerre mondiale marque l'apogée de la guerre sous-marine, un théâtre d'opération où les sous-marins jouent un rôle stratégique majeur. Dès le début du conflit, les U-boats allemands se révèlent être une menace redoutable contre les convois alliés traversant l'Atlantique. La Kriegsmarine, consciente des leçons de la Première Guerre mondiale, mise sur une flotte sous-marine en expansion rapide. Le type 7, principal cheval de bataille des Allemands, affiche un déplacement de 769 tonnes en surface et 871 tonnes en plongée, avec une vitesse maximale de 17 nœuds en surface et 7,6 nœuds en immersion. Son autonomie de 8500 milles nautiques à 10 nœuds lui permet de patrouiller efficacement dans l'Atlantique Nord. Armé de 5 tubes lance-torpilles de 533 mm, il représente une menace sérieuse pour les navires marchands alliés. Cependant, ses limitations en termes d'endurance sous-marine, avec une profondeur maximale opérationnelle de 220 mètres, rendent sa survie difficile face aux avancées alliées en matière de guerre anti-sous-marine. En parallèle, les Allemands développent le type 9, un sous-marin à plus grande autonomie destiné aux opérations en eau éloignée. Avec un déplacement de 1120 tonnes en surface et une portée de 13 450 milles nautiques à 10 nœuds, il permet des incursions dans l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Son armement est renforcé par 6 tubes lance-torpilles et une capacité d'emport de 22 torpilles, augmentant considérablement sa puissance de frappe. Cependant, la véritable révolution technologique intervient avec le type 21, conçu en réponse aux pertes croissantes des U-boats après 1943. Ce modèle, doté d'un snorkel permettant une recharge des batteries en immersion, atteint une vitesse de 17,5 nœuds en plongée, surpassant tous les sous-marins contemporains. Avec une autonomie submergée de 340 milles nautiques à 5 nœuds, il est conçu pour opérer en quasi-permanence sous l'eau, réduisant considérablement sa vulnérabilité aux attaques aériennes et aux destroyers alliés. Mais sa mise en service tardive empêche son déploiement à grande échelle, limitant son impact stratégique. Face à la menace des U-boats, les Alliés perfectionnent leurs propres sous-marins, notamment la classe Gato américaine. Avec un déplacement de 1521 tonnes en surface et une autonomie exceptionnelle de 11 000 milles nautiques à 10 nœuds, ces unités sont optimisées pour la guerre dans le Pacifique, où elles jouent un rôle décisif en coupant les lignes d'approvisionnement japonaises. Armés de 10 tubes lance-torpilles et pouvant atteindre une profondeur de 120 mètres, ils sont particulièrement efficaces contre les navires de guerre et les convois ennemis.
La Royal Navy, de son côté, mise sur la classe T, un modèle conçu pour opérer dans les eaux européennes et méditerranéennes, avec une autonomie de 8000 milles nautiques et une vitesse maximale de 15 nœuds en surface. Moins imposants que les gâteaux, ces sous-marins sont néanmoins redoutables grâce à leur discrétion et leur maniabilité accrue. La bataille de l'Atlantique illustre l'impact stratégique des sous-marins allemands. Dès 1940, la tactique des meutes de loups, mise en œuvre par l'amiral Dönitz, permet aux U-boats d'attaquer en coordination les convois alliés. Cette approche maximise l'effet de surprise et la saturation des défenses adverses. Les attaques des U-boats causent des pertes colossales. En 1942, l'année la plus meurtrière, plus de 1664 navires alliés sont coulés, représentant plus de 7,8 millions de tonnes de cargaison perdues. Cependant, cette hégémonie est progressivement remise en cause par l'amélioration des technologies alliées. L'introduction des avions de patrouille à long rayon d'action, comme le Consolidated B-24 Liberator, permet de combler les lacunes de couverture aérienne au-dessus de l'Atlantique. Associés aux porte-avions d'escorte et aux destroyers équipés de sonars ASDIC, ces dispositifs transforment la chasse aux U-boats en une traque méthodique et systématique. La guerre sous-marine est également marquée par une intense lutte technologique. Les torpilles allemandes évoluent au fil du conflit, passant des modèles classiques à des versions plus avancées comme la G7E électrique, dépourvue de traceurs visibles, et la T5, une torpille acoustique guidée vers les bruits des hélices adverses. Les Alliés, confrontés à cette menace, développent des contre-mesures telles que les leurres acoustiques Foxer, perturbant le guidage des torpilles ennemies. L'innovation du snorkel constitue un autre tournant dans la guerre sous-marine. Introduite à partir de 1943, il permet aux U-boats de recharger leurs batteries en immersion, réduisant leur exposition aux patrouilles aériennes. Toutefois, son efficacité reste limitée, car l'utilisation prolongée du snorkel rend les sous-marins vulnérables aux radars alliés perfectionnés, capables de détecter le mince mât dépassant de la surface. L'un des événements clés du conflit sous-marin est le rôle du chiffrement et du déchiffrement des communications. Les Allemands utilisent la machine Enigma pour sécuriser leur transmission, rendant les coordonnées des U-boats indéchiffrables pour les Alliés. Cependant, les avancées des cryptanalystes britanniques à Bletchley Park, dirigés par Alan Turing, permettent de casser ces codes à partir de 1941. L'exploitation des messages déchiffrés joue un rôle décisif dans la localisation et la destruction des meutes de loups. Dès 1943, les pertes allemandes s'accélèrent, culminant avec la destruction de 41 U-boats en mai de la même année. La Kriegsmarine, incapable de renouveler ses effectifs et ses unités à un rythme suffisant, voit son efficacité opérationnelle drastiquement réduite. À mesure que la guerre avance, les Alliés prennent un net avantage grâce à la coordination accrue entre leurs forces navales et aériennes. La mise en service des escadrilles de bombardiers spécialisés dans l'attaque anti-sous-marine, comme le Sunderland britannique et le Grumman TBF Avenger américain, accentue la pression sur les sous-marins allemands. Les attaques sur les bases de la Kriegsmarine en France et en Norvège privent les U-boats de ports sûrs, forçant leur redéploiement vers des zones plus éloignées et réduisant leur efficacité. En 1945, la situation est critique pour la flotte sous-marine allemande. Sur les 1162 U-boats construits durant la guerre, plus de 780 sont détruits avant la capitulation. Si la guerre sous-marine de la Seconde Guerre mondiale démontre initialement l'efficacité des U-boats allemands, elle met aussi en évidence l'adaptabilité et l'innovation des Alliés. La bataille de l'Atlantique devient un combat d'usure où la supériorité technologique finit par prendre le pas sur l'audace tactique. L'émergence des sous-marins de nouvelle génération, tels que le Type 21, laisse entrevoir l'avenir de la guerre sous-marine, mais arrive trop tard pour inverser le cours du conflit. La Seconde Guerre mondiale marque ainsi le passage d'une guerre sous-marine dominée par des attaques opportunistes à une traque méthodique intégrant l'aviation, le renseignement électronique et l'innovation en matière de détection et d'armement. L'avènement des porte-avions durant la Seconde Guerre mondiale marque un tournant décisif dans la stratégie navale.
Si au début du conflit, les cuirassés restent perçus comme l'élément dominant des flottes, les engagements successifs démontrent rapidement que la puissance aéronavale supplante définitivement les mastodontes d'acier qui dominaient les océans depuis des décennies. L'attaque surprise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 illustre la montée en puissance de cette nouvelle doctrine. Les Japonais, en déployant 6 porte-avions de la Kido Butai, parviennent à infliger un coup fatal à la flotte du Pacifique des États-Unis, sans engager directement leurs cuirassés. L'Akagi, porte-avions de 36 500 tonnes, à pleine charge, atteint une vitesse de 31 nœuds et embarque jusqu'à 91 appareils, constituant ainsi l'un des navires les plus puissants de la flotte japonaise. Son rôle dans l'attaque est central, lançant vague après vague de bombardiers et de chasseurs qui anéantissent les cuirassés américains au mouillage. Cette démonstration de force prouve qu'un porte-avions bien utilisé peut projeter une puissance de frappe sans nécessiter une confrontation directe entre navires de surface. L'importance croissante des porte-avions se confirme lors de la bataille de la mer de Corail en mai 1942. Pour la première fois dans l'histoire, 2 flottes adverses s'affrontent sans jamais entrer en contact direct. Le USS Lexington, un porte-avions américain de 36 000 tonnes, capable d'atteindre 33,5 nœuds et de transporter 78 avions, joue un rôle majeur dans cet engagement. Opposé aux porte-avions Shokaku et Zuikaku, il démontre l'efficacité des escadres aéronavales en détruisant une partie de l'aviation embarquée japonaise avant d'être lui-même gravement touché par des bombardiers en piqué et des torpilles. Bien qu'ils finissent par être sabordés, la bataille est un tournant stratégique. En effet, elle empêche les Japonais de s'emparer de Port Moresby et porte le début de la suprématie aéronavale américaine dans le Pacifique. Quelques semaines plus tard, la bataille de Midway scelle le destin de la domination japonaise sur l'océan Pacifique. Le 4 juin 1942, une escadre américaine dirigée par les porte-avions Enterprise, Yorktown et Hornet affronte la force japonaise menée par l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu. La supériorité du renseignement américain, qui a permis de décrypter les transmissions japonaises, offre un avantage crucial aux Alliés. Le USS Enterprise, un porte-avions de classe Yorktown, affiche un déplacement de 25 500 tonnes, une vitesse de 32,5 nœuds et peut embarquer 90 avions. Sa capacité à coordonner des frappes aériennes de précision contre les porte-avions japonais est déterminante. L'Akagi, bien que puissant, souffre d'une conception obsolète avec un pont d'envol unique et un hangar vulnérable aux incendies. Les bombardiers en piqué américains, SBD Dauntless, parviennent à infliger des dommages critiques aux porte-avions japonais, provoquant leur destruction en quelques heures. Cet affrontement marque la fin de l'expansion japonaise et prouve que la puissance navale repose désormais sur la supériorité aérienne plutôt que sur le blindage et l'artillerie lourde. L'évolution technologique accélère encore cette transformation. Le développement des radars embarqués sur les porte-avions américains améliore considérablement la détection des menaces aériennes et permet une coordination plus efficace des opérations défensives et offensives. Le HMS Ark Royal, porte-avions britannique de 22 000 tonnes, avec une capacité de 60 avions, illustre bien cette adaptation. Contrairement à ses homologues américains et japonais, il dispose d'un pont blindé conçu pour résister aux impacts de bombes, ce qui en fait un modèle résistant aux attaques aériennes. Son rôle dans la traque du cuirassé Bismarck en mai 1941 démontre l'importance des porte-avions dans la guerre moderne. Grâce aux avions torpilleurs Fairey Swordfish qu'il embarque, il parvient à ralentir le géant allemand en touchant son gouvernail, permettant ainsi au cuirassé britannique de le neutraliser. Le duel historique entre l'Akagi et l'Enterprise illustre parfaitement l'affrontement entre 2 doctrines navales distinctes. L'Akagi, initialement conçu comme un croiseur de bataille avant d'être converti en porte-avions, souffre d'un pont d'envol non blindé et d'une organisation interne propice aux incendies incontrôlables en cas d'attaque. En revanche, l'Enterprise, conçu dès l'origine comme un porte-avions, bénéficie d'une meilleure répartition des espaces et d'une capacité à encaisser les dégâts tout en restant opérationnel. Sa participation à toutes les grandes batailles du Pacifique en fait l'un des navires les plus décorés du conflit. Alors que l'Akagi est détruit à Midway après une seule frappe dévastatrice,
L'Enterprise survit à de multiples engagements, démontrant la supériorité des porte-avions conçus spécifiquement pour la guerre aéronavale moderne. À mesure que la guerre avance, les États-Unis consolident leur avance en lançant la classe Essex, une série de porte-avions de 27 500 tonnes capables d'embarquer plus de 100 appareils et dotés d'une protection renforcée. Ces navires deviennent la colonne vertébrale de la flotte américaine, assurant une domination totale sur le Pacifique jusqu'à la capitulation du Japon en août 1945. La guerre a démontré que la suprématie maritime ne repose plus sur les canons des cuirassés, mais sur la capacité à projeter une force aérienne mobile et puissante. Les porte-avions, grâce à leur flexibilité stratégique et à leur capacité d'adaptation, redéfinissent l'art de la guerre navale, annonçant une ère où la maîtrise des océans dépend de la supériorité aéronavale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les destroyers s'imposent comme des unités essentielles dans la stratégie navale, jouant un rôle déterminant dans la protection des flottes et des convois. Ces navires rapides et polyvalents, initialement conçus pour contrer la menace des torpilleurs, évoluent rapidement pour s'adapter aux nouvelles exigences du combat maritime moderne. Leur mission principale repose sur l'escorte des groupes de bataille, la défense contre les sous-marins ennemis et l'engagement offensif lors d'attaques éclairs. Dotés d'une grande mobilité et d'une puissance de feu adaptée à leur mission, ils deviennent ainsi les chiens de garde des flottes alliées et de l'Axe, intervenant sur tous les théâtres d'opération du conflit. Les destroyers américains de la classe Fletcher incarnent cette montée en puissance, avec un déplacement standard de 2050 tonnes, une vitesse maximale de 36,5 nœuds et une autonomie de 6500 milles nautiques à 15 nœuds. Ces navires allient robustesse et efficacité opérationnelle. Leur armement principal repose sur 5 canons de 127 mm, complétés par des lanceurs de torpilles de 533 mm et un puissant dispositif anti-sous-marin comprenant des grenades sous-marines et des charges de profondeur. Leur supériorité technique permet aux États-Unis de disposer d'une force de frappe capable de sécuriser les convois traversant l'Atlantique et d'opérer en première ligne dans le Pacifique. Les destroyers britanniques jouent également un rôle clé dans la bataille de l'Atlantique, assurant la protection des convois face à la menace des U-boats allemands. Le HMS Glowworm illustre parfaitement l'héroïsme et l'efficacité de ces navires. Ce destroyer de la classe G, d'un déplacement de 1350 tonnes et armé de 4 canons de 120 mm, se distingue par son engagement contre le croiseur lourd allemand Admiral Hipper en avril 1940. Dans un combat inégal, il parvient à infliger des dégâts significatifs à son adversaire avant de sombrer, démontrant la capacité des destroyers à mener des actions de harcèlement contre des unités bien plus imposantes. Du côté japonais, la classe Kagero représente l'apogée des destroyers impériaux. Conçus pour accompagner les flottes de porte-avions et de cuirassés, ces navires affichent un déplacement de 2033 tonnes et une vitesse de 35 nœuds. Leur armement composé de 6 canons de 127 mm et de 8 tubes lance-torpilles met en avant l'utilisation des torpilles longue lance, redoutables par leur portée et leur puissance. Ces destroyers jouent un rôle crucial dans les batailles du Pacifique, notamment en assurant des raids nocturnes contre les forces alliées et en escortant les convois de ravitaillement destinés aux îles occupées par le Japon. L'innovation technologique marque profondément l'évolution des destroyers durant le conflit. L'introduction du radar révolutionne la guerre navale en permettant la détection des navires et des aéronefs ennemis à longue distance, réduisant considérablement l'efficacité des attaques surprises. Le système ASDIC, ancêtre du sonar moderne, permet une localisation plus précise des sous-marins ennemis, renforçant l'efficacité des patrouilles anti-sous-marines. Les grenades sous-marines deviennent une arme redoutable, notamment grâce aux dispositifs de lancement avancés qui augmentent leur portée et leur précision. Ces avancées permettent aux destroyers alliés de prendre l'avantage face aux U-boats, transformant progressivement l'Atlantique en un théâtre plus sûr pour les convois marchands. Les destroyers s'illustrent également dans des batailles décisives du Pacifique. Lors de la bataille de Guadalcanal, ces navires participent activement aux engagements nocturnes contre les forces japonaises, profitant de leur rapidité et de leur puissance de feu pour infliger de lourdes pertes à l'ennemi.
Le rôle dans l'escorte des porte-avions est tout aussi déterminant, protégeant les unités stratégiques contre les attaques aériennes et sous-marines adverses. La bataille du détroit de Surigao, en octobre 1944, constitue un exemple frappant de l'efficacité des destroyers alliés, qui parviennent à tendre une embuscade aux cuirassés japonais en utilisant des torpilles et un déploiement tactique supérieur. L'impact des destroyers dépasse le cadre strictement militaire. Leur déploiement massif permet d'assurer la suprématie maritime des Alliés, facilitant le débarquement des troupes sur les théâtres d'opérations majeurs et sécurisant les routes d'approvisionnement essentielles à l'effort de guerre. À la fin du conflit, les enseignements tirés de l'utilisation intensive des destroyers influencent profondément la conception des navires de guerre modernes, faisant de ces unités l'épine dorsale des flottes contemporaines. L'héritage des navires de la Seconde Guerre mondiale façonne profondément les doctrines navales modernes et l'organisation des grandes marines militaires. L'issue du conflit a démontré de manière irrévocable que la maîtrise des océans ne reposait plus sur la puissance brute des cuirassés, mais sur la flexibilité et la portée stratégique des porte-avions, l'endurance des sous-marins et l'efficacité des forces d'escorte comme les destroyers et les croiseurs. Ces enseignements stratégiques ont influencé durablement la construction navale et les approches militaires postérieures, conduisant à la restructuration des flottes et à la mise en place d'une nouvelle ère dans la guerre navale. Après la guerre, le sort des grands bâtiments ayant dominé les affrontements varie selon leur importance stratégique et leur état opérationnel. Les cuirassés, autrefois considérés comme l'arme suprême de la puissance maritime, sont progressivement relégués à des rôles secondaires ou démantelés. Certains, comme ceux de la classe Iowa aux États-Unis, bénéficient d'une modernisation et restent en service jusqu'à la fin du XXe siècle, intégrant des systèmes de missiles et de nouvelles technologies de détection. Cependant, la majorité des cuirassés de la période, notamment ceux des marines européennes et asiatiques, sont retirés du service actif ou coulés comme cible d'entraînement. Les porte-avions, en revanche, émergent comme les nouveaux piliers de la suprématie navale. Inspirés des leçons de Midway et de la mer de Corail, les États-Unis et l'Union soviétique investissent massivement dans la construction de porte-avions plus grands, capables de projeter une puissance aérienne sur de vastes distances. La classe Essex, survivante du conflit, continue de servir pendant des décennies, évoluant avec l'arrivée des avions à réaction et des systèmes de catapultage modernes. Les sous-marins, autrefois cantonnés à des missions de harcèlement et de destruction de convois, deviennent une arme stratégique clé avec l'avènement des sous-marins nucléaires. Les enseignements tirés des modèles allemands type 21, dont la technologie révolutionnaire inspirera directement les premiers sous-marins modernes, démontrent l'importance de l'endurance submergée et de la furtivité. La guerre froide voit l'essor des sous-marins d'attaque et lanceurs de missiles balistiques, rendant obsolètes les tactiques de meute de loups employées par la Kriegsmarine. L'apparition du sonar passif et des contre-mesures acoustiques transforment la chasse sous-marine en une science précise, largement héritée des combats sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. L'évolution des doctrines navales est directement influencée par les enseignements du conflit. L'interdépendance des forces aéronavales et de surface devient un principe fondamental, remplaçant la conception traditionnelle des flottes centrées sur les cuirassés. Les marines modernes privilégient les groupes aéronavals intégrés ou les porte-avions, escortés par des destroyers lance-missiles et des sous-marins d'attaque, constituent le cœur des opérations maritimes. Cette approche, perfectionnée par la marine américaine, s'appuie sur une flexibilité stratégique qui permet une projection de puissance inégalée. Les batailles du Pacifique, qui ont démontré la nécessité d'une défense aérienne avancée et d'une coordination précise entre les unités de surface et les aéronefs embarqués, servent de modèle aux conflits futurs, notamment durant la guerre de Corée et la guerre du Golfe. L'intégration des nouvelles technologies comme le radar et les missiles guidés transforme également les flottes de l'après-guerre. L'efficacité des destroyers et croiseurs durant la bataille de l'Atlantique inspire le développement des frégates et destroyers modernes équipés de systèmes de lutte anti-sous-marine et anti-aérienne avancés. Les grenades sous-marines,
cèdent la place aux torpilles autoguidées, tandis que les missiles anti-navires remplacent progressivement l'artillerie lourde comme principale arme d'engagement en haute mer. Ces innovations découlent directement des leçons tirées des affrontements de la Seconde Guerre mondiale, où l'importance de la rapidité de réaction et de la précision des attaques a été clairement démontrée. La Seconde Guerre mondiale reste donc une référence absolue en matière de stratégie maritime en raison de l'ampleur des opérations et des révolutions technologiques qu'elle a engendrées. Elle a non seulement redéfini la guerre navale, mais elle a également établi des principes fondamentaux toujours appliqués dans les conflits modernes. L'ère des cuirassés a pris fin, laissant place à une domination des flottes fondée sur la supériorité aéronavale et la furtivité sous-marine. Les grandes puissances navales d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de la Russie, s'inspirent encore des enseignements de ce conflit pour structurer leurs forces et préparer les engagements futurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton Merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.